Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Trek Historia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, tu vas bien? Oui et toi? Ça se passe, ça se passe. Là aujourd'hui on va parler de Abyss de James Cameron. Oui, film version longue, j'espère que c'est celle que tu as vue. Ah oui, totalement. Je me suis posé la question si t'allais mater la version longue. Oui, pareil. Mais bien sûr, maté la version longue. j'ai maté la version longue. De toute façon, les films de Cameron sont toujours mieux en version longue. Ah, c'est Parce ce qu'il faut. Ouais, c'est parce qu'il a... en fait, il a l'habitude... c'est le cinéma du Randall qui m'avait fait prendre conscience de ça. Mais en fait, dans les versions longues, en fait, quand il passe de sa version longue à la version courte, il a souvent l'habitude de développer, de couper les scènes qui développent les personnages, genre la relation amoureuse. Cameron a tendance à retirer les parties qui vont développer davantage les personnages. Et par exemple, un des exemples dans Aliens, quand elle s'occupe de Mute, c'est ça le nom? Ouais. De Mute. Newt. Newt, c'est ça. Ouais, Newt. Quand elle s'occupe de Newt, eh ben en fait dans la version longue, c'est que tu comprends qu'elle n'a pas pu revenir sur Terre parce qu'elle est restée en cryostase pendant super longtemps. Et donc sa fille abandonnée a fait sa vie toute seule et est morte toute seule. Et ça l'a fait un sacré coup au moral. Et de fait, Newt c'est la fille. Elle devient la mère pour Newt parce qu'elle n'a pas pu être une mère pour sa fille. Et comme il n'y a pas tout ça dans la version courte, bah ça fait juste parce que c'est la femme, eh ben elle a des gènes de maman et donc elle va naturellement s'occuper de la petite fille. Et donc c'est ce genre de subtilité qu'on perd dans les versions théâtrales, les versions cinéma quoi. Ok. Voilà. Bon à savoir. Abyss sorti en 89. 89. Alors, tu veux présenter le film? Ouais. Alors le film, je vais aller directement. Voilà, l'USS Montana, donc synopsis Wikipédia, on va pas trop se faire chier. L'USS Montana, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de l'US Navy, est approché par un objet sous-marin non identifié qui se déplace à une vitesse incroyable. Pris dans la turbulence créée par cette approche, il heurte une paroi rocheuse et coule tout en prenant l'eau. Le Montana repose alors par 274 mètres de profondeur, non loin du bord de la fosse des Caïmans, qui fait 7686 mètres de profondeur. En gros, on est en pleine pleine guerre froide, problème avec les soviétiques et tout, et donc il faut à tout prix récupérer les têtes nucléaires qu'il y a dans le sous-marin, et en tout cas aller voir s'il y a des survivants. Et les seules personnes qu'on appelle, c'est des foreurs, C'est des foreurs, ouais. Des foreurs sous-marins, une plateforme de forage sous-marin expérimentale réquisitionnée pour l'occasion, et donc c'est un peu Armageddon quoi. Donc on prend des ouvriers, des gars qui ont rien demandé mais qui sont compétents dans leur domaine et qui doivent un peu s'occuper de ça, avec bien entendu les naviciles qui sont là, les missiles et les militaires en fait qui sont là pour un peu chapeauter tout ça. Et donc ça part dans une espèce d'angoisse claustrophobique et de tension qui va crescendo parce que il y a la menace de livraison des profondeurs. Donc quand les gens pètent les plombs parce qu'ils n'arrivent plus à supporter d'être enfermés comme ça, tension entre les différents corps, donc à savoir les ouvriers et les militaires, et le personnage qui fait la femme, donc la scientifique du groupe, on va l'appeler comme ça, qui est elle une autre force d'intervention dans tous les micmacs qu'on va voir quoi. Et au milieu de tout ça, il se passe des trucs chelous et les gens essaient de comprendre ce qui se passe et de démêler ce qui est vrai de ce qui tient de la psychose en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je résumerais le film. Oui, bon résumé. Maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé? Pourquoi est-ce que pour toi il est culte? Il est pas culte, mais il est culte. culte parce que c'est pas à moi de dire qu'il l'est pas. Ouais. On va être précis, c'est culte, c'est ce que le public en a fait, c'est c'est en quoi il a marqué le monde, hein, et ça en soi, Abyss est culte. C'est juste, je me suis un peu fait chier au début. Pareil. Mais parce que tu sens un petit peu trop le côté plaisir un peu porno de James Cameron, de montrer tous les instruments, de comment on nage en profondeur. Et regardez, ça c'est telle machine, et puis il y a ça, et puis et donc il se fait plaisir.
je reproche pas qu'il se fasse plaisir, mais du coup, au début, je commence un peu à me saouler. Ça me saoule un peu. Je l'ai pas vu dans des super conditions. J'imagine qu'au cinéma, par contre, quand c'est la première fois que tu vois ça, ça doit te captiver. L'ambiance, il l'a réussi. C'est juste que ça m'a un peu gonflé, quoi. Après, quand ça commence à partir en couille avec le militaire, ça me plaît. Parce que là, je commence à m'accrocher. Puis la fin, ok, quoi. Voilà. Ok, tiers, ouais. Ouais, c'est ça, ok, tiers. Il paraît qu'il a pas fait beaucoup. Quand j'ai regardé les infos, il a pas été un gros succès. Hein, Succès au cinéma, non plus. succès au cinéma, que c'est après, et il a marqué surtout pour ses effets spéciaux. Après, il y a plein de choses à dire sur le film. Hein. Il y a un truc que je trouve intéressant. Alors, une fois de plus, petit rappel pour nos auditeurs. Donc là, vous êtes dans Trek Historia où on parle de science-fiction, de concepts de science-fiction, de films, de séries, tout un tas de trucs, principalement autour de Star Trek. Et ici, nous sommes dans une rétrospective de films de Premier Contact. Nous avons déjà parlé du film Arrival, nous avons parlé du film Sphère, et là, nous parlons d'Abyss, de James Cameron de 89. Par contre, il y a un ou deux trucs qui m'ont plu pendant le film, c'était le début des effets spéciaux vraiment saisissants, CGI, mais vraiment saisissants. Et du coup, t'es obligé de les utiliser avec parcimonie. Et un peu comme les Spielberg fait beaucoup ça, où c'est pas ce que tu vas voir, mais c'est l'environnement qui génère, que tu vas mettre l'accent. Et donc, le fantastique apparaît à un moment où ça devient important. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vas pas forcément tout le temps voir genre filmer comme tu vas pas voir les maintenant. dinosaures tout le temps, mais Exactement. tu sais qu'ils sont là, quoi. Leur présence Exactement. fait que la présence suffit. C'est ça, l'utilisation alors c'est logique, hein, mais de voir autant de trucs en dur, ça fait toujours bizarre. Tu sais, quand il descend dans la fosse. Ouais. Tu te fais, c'est un jeu de montage, hein, mais quand même, ça marque. Tu te fais putain, mais quand même, l'effet fonctionne super bien. Voilà. Après, en vrai, c'est un film, je trouve, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Le film en lui-même est une prouesse technique. C'est faut ça. savoir que presque 60% du film a été tourné sous l'eau. Ouais. Donc, et que ça a été un bordel apparemment pour les comédiens. Pour les comédiens et tout. Et même pour James Cameron qui a failli mourir étouffé avec sa valve. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film? J'ai trouvé que on peut parler des thématiques. Les thématiques de la féminité par rapport au monde masculin et guerrier revient fortement dans ce film-là. On le retrouvera dans Terminator 2 et on l'avait vu dans Aliens, où les femmes sont plus réceptives, ont une intelligence émotionnelle bien plus forte que celle des hommes, ce qui leur permet d'appréhender des problèmes plus complexes et moins binaires. Après, c'est marrant parce que du coup, la femme... c'est autant les militaires sont des leviers de pression mais et de tension dans le film, autant la femme elle l'est aussi, quoi. Elle fout la merde H24. C'est pas la scène qui est hyper intéressante avec ça, c'est que elle le dit, hein, c'est dans le film, hein, elle dit qu'elle est une emmerdeuse finie de compétition, machin et tout, donc c'est pas moi qui dis ça différemment. C'est très archétypal en fait, hein, tu sais, la femme qui ressent des choses mais qui au final casse les couilles à tout le monde, une espèce de moulin à parole. Quand elle a le premier contact avec le vaisseau alien, elle balance ça sans pression devant tout le monde, comme si c'était une évidence que les gens allaient pas péter les plombs, alors que t'as quand même Ed Harris qui lui dit mais tu te rends pas compte, tu balances ce genre d'infos devant tout le monde. On n'a aucune info si t'as juste parce que tu le dis, est-ce que t'as psychoté ou pas. Et on est tous sous pression, et toi, t'es en train de balancer ça comme ça, tranquille. Enfin, voilà, donc c'est marrant, parce que elle a clairement un beau rôle. Elle a le beau rôle avec Ed Harris, mais elle est écrite quand même un peu comme une chieuse, quoi, tu vois, je trouve. En tout cas, moi, elle m'a cassé les pieds pendant le film, quoi. Oui. Mais voilà, c'est juste parce que elle est écrite comme une emmerdeuse, donc à toujours revenir. Et puis, effectivement, elle a accès plus facilement que les hommes au beau, qui est un peu ce truc d'archétype, parce que c'est une femme, comme tu dis, hein, elle a son esprit de femme qui lui permet d'appréhender ses émotions. Et du coup, c'est marrant de voir que, en termes de tension, malgré le fait qu'elle ait le beau rôle, elle soit autant un levier de tension que le gros militaire qui a pété les plombs et qui avec son flingue, on sait pas s'il va tout faire péter. Et elle est au même niveau, quoi, parce que dès que lui commence à partir en couille, elle le relance.
sais, genre quand ils sont avec la tête nucléaire, là. Et Oui. que le gars, il a le flingue dans son dos, et elle est là, bah, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Un machin et tout. Tu fais, mais, wow, 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 wow. Et moi, j'étais team Ed Harris, quoi. Il y a aucun des deux qui aide, hein. Il y a aucun des deux. Moi, j'étais Ed Harris, j'étais dans ma tête, je me dis, mais putain, mais faut que tout le monde se calme. Et, on va essayer de régler les choses, calmement. Et, d'ailleurs, elle le dit après, elle fait, ouais, tu m'aides pas, machin. Et puis, il fait, mais tu t'as pas vu ses mains, il tremble, il est en train de péter les plombs. Et il est devant une tête nucléaire. Et non, Et il non. se scarifie. Et après, il se scarifie. Ça, d'ailleurs, c'est un truc, la force de Cameron, de filmer. Tu es avec tes personnages. Je trouve que tous, même quand j'en pense à Aliens ou à Titanic ou Terminator, tu es avec les personnages, tu es en empathie avec eux en permanence, tous Il y a autant un qu'ils lien sont. organique. Ouais, et même des seconds couteaux, hein, genre Coup de les bol. coups de bol, les deux militaires qui sont juste là pour être un peu une force armée, d'aide au militaire principal qui lui va péter les plombs, Captain Moustache là. Et Ouais. bah les deux autres, il arrive à les filmer pour que ce soit un des personnages avec une identité propre, une vie qui leur appartient, et tu crois à ces personnages et du coup ce sont pas juste des figurants. Tout, même là, dans la team des ouvriers, celle qui a le moins de rôle, c'est Oui. César, l'expert en Last Night. communication. Voilà. One Euh, Night. One Night, qui elle aussi a une véritable identité propre, Cameron la filme, même s'il la filme très peu parce qu'elle n'est pas moteur de l'action. Quand il la filme, elle existe avec autant d'importance que n'importe quel autre personnage, alors que c'est un personnage de dernier plan. Et ça, c'est un truc que je trouve très chouette dans la cinématographie de Cameron, dans l'œil de Cameron. Ouais, même les troisièmes rôles ont quelque chose à dire, quoi. C'est ça, ils existent. Ils sont pas juste là pour se faire buter. Ça crée du lore, Ouais. ça crée de la complexité entre les personnages. Mhm. C'est important. Un autre thème évoqué dans le film, c'est la course à l'armement entre l'Union soviétique à l'époque et les USA, Ouais. qui est dans la version longue beaucoup plus exploitée. Dans la version courte, c'est moins vu. Bah, Euh, ouais, c'est vrai. thème de guerre, quoi. Alors, c'est marrant parce que du coup, cette thématique-là, en fait, je trouve ça intéressant parce que en le revoyant, je voyais un peu Cameron, c'est un cinéma de mash-up très évident parce que c'est un cinéma de genre. Et cette thématique-là, avec la fin, même le coup des vagues, c'est clairement le jour où la Terre s'arrêta. Dont on chroniquera dans le prochain épisode Ah, le film. on en a pas parlé. Non, on n'en a Encore, pas on n'a encore pas fait parlé. d'émission sur le jour où la Terre. Ah, j'aime bien ce film. Mais la finalité, donc la thématique principale, la guerre froide. On peut pas se faire confiance, on doit se méfier de tout le monde. Le surarmement technologique, l'entité extérieure qui va qui te dépasse en tout, et l'espèce de coup de semonce qu'ils font, c'est le jour où la Terre s'arrêta. Ok. Je sais pas si tu te rappelles pas de ce film ou tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu encore. Ah, bah alors du coup tu verras, tu comprendras ce que je veux dire. Voilà. Bah, la structure par rapport aux aliens, elle est un peu ressemble beaucoup au jour où la Terre s'arrêta. Par contre, je trouve que la partie des aliens, alors c'est super beau. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, j'aimerais bien revoir Avatar, la voix de l'eau, parce que je trouve qu'il a vraiment, tu sens que c'était ce qu'il voulait faire et qu'il a pas pu. À l'époque, Ouais, c'est un prototype. Ouais, il a dû se limiter à ce qu'il pouvait. Il a ouvert toutes les valves avec la voix de l'eau, littéralement. Mais je trouve que la partie des aliens est quand même super. Enfin non, j'ai trouvé qu'à la base, la partie avec les aliens était quand même vite expédiée. Comment ils résolvent le truc? Ah, vous avez vu, vous faites la guerre. Oui, mais pourquoi vous m'avez sauvé? Ah, bah tu fais l'amour et tu fais ce qui est juste. Ok, c'est bon, d'accord. Mais en même temps, je trouve que c'est oublié que tout le film parle de cette thématique. C'est juste que je l'ai pas vu tout de suite. C'est en fait cette tension mondiale, elle est concentrée au sein du huis clos, avec les militaires. À tout moment, ils s'engueulent, comme ça peut péter les plombs et tout. Et au final, il y a quand même l'amour qui est un peu plus fort que tout, qui va être un peu plus décisif. Donc, c'est quand même bien foutu. C'est juste que du coup, t'as les aliens qui arrivent et je trouve qu'au niveau de la manière dont c'est filmé, c'est très vite merci, au revoir. Tu sais, ils apparaissent, il fait alors, qu'est-ce qui se passe? Ils te montrent 2-3 images. Attention, hein, on fait des vagues, hein. Puis ils se barrent, et je trouve que ça soulève quand même des masses de questions, quoi. La question de l'entité extraterrestre, c'est Est-ce un qu'elle peu... est extraterrestre? Oui, c'est vrai, Est-ce ça. que c'est Ah, pas c'est une vrai, ça. autre civilisation qui a évolué sur Terre?
C'est vrai ça, mais ça n'empêche, ça soulève des tas de questions et tout le monde est juste là à la fin à faire ah waouh ah incroyable et t'es là tu fais c'est genre le truc ça soulève les 25 porte-avions Oui. et il y a que un bateau qui a entendu ah en fait ça se passe bien, il vient avec des potes. T'imagines le stress, le coup de pression des gars à la surface. Quelle angoisse quoi. Mais du coup ouais c'était quand même c'était expédié et en même temps le film parle déjà de ces thématiques-là et donc n'a plus besoin de le développer encore parce qu'au final, c'est vrai que si tu poses la question de ouais mais les aliens est-ce qu'on peut leur faire confiance et machin, c'est justement le bordel qu'il y a avec cette histoire de tension qu'il y a pour les Russes et si c'était des Russes, si c'était pas des Russes et cette paranoïa qui s'installe quoi. Un truc qui m'a fait rire c'est quand t'as Ed Harris qui fait oui c'est vous qui faites tout ça mais pourquoi vous faites ça, il parle des vagues, il fait ah pourquoi vous faites ça et là t'as Hiroshima et le mec il fait ouais mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va le refaire et t'as envie de lui dire mec vous l'avez fait 2 fois. Et puis après plein de fois pour vous entraîner. C'est ça, c'est vous avez fait Hiroshima et puis vous avez fait dans le doute on va encore faire un essai. Vous avez détruit Nagasaki. Enfin Tous les essais sur les atolls de Bikini qui ont peut-être détruit des morceaux de la civilisation intraterrestre ou extraterrestre. Putain, ouais, c'est ouf. Ouais. Et le gars il est là, il fait ouais, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va pas le refaire? Donc voilà, ça m'a fait assez marrer. Alors c'est marrant aussi, tu sais, on parlait dans l'épisode d'avant du film Sphère et que ça faisait un peu une récurrence avec une réminiscence avec Abyss. Et j'étais pas d'accord parce que pour moi c'était plutôt ça repompait la structure de Alien. Ouais. Par contre, il y a un truc avec lequel ça rejoint sur Abyss, hormis que ça se passe sous l'eau, ça. Mais je trouve que pour moi, je me demande si ça n'a pas été le moment où ils sont tous en train de taper un stress quand Ed Harris descend au fond de l'eau et doit discuter avec l'écran, à travers l'écran. Et en fait, je trouve que ces moments de tension-là où ils sont en train de parler, est-ce que ça va répondre, est-ce que ça va pas répondre, qu'est-ce que ça va dire? C'est le truc que je retrouve dans Sphère avec l'ordinateur Jerry. Oui. Et même toute la partie conclave de la structure, il y a toute une partie du film qui est un film catastrophe, avec la structure qui se dégrade et qui tue des gens. Ouais, voilà. Et de tension quand ils visitent le sous-marin et que t'as tous les bords partout. Donc voilà quoi. Les chocs psychologiques. Ouais. C'est marrant hein, parce que quand je repense au film, je me dis putain, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien. Je peux pas m'empêcher de mettre un peu fait chier devant quoi. Alors que je me dis au début, c'est normal, il y va crescendo, petit à petit, il installe l'ambiance et ça doit monter de plus en plus et de plus en plus. Et en même temps, il y a un truc qui m'accroche pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a des longueurs terribles. Ouais. La musique est mal découpée. Ah bon? Ouais, il y a des moments où il y a le thème principal qui arrive comme ça, qui surgit, et d'un coup t'as un fondu sur le thème principal pour mettre un autre thème. Mmh. Et plusieurs fois, la musique m'a fait sortir moi qui ai plutôt une sensibilité de musicien, plusieurs fois la musique m'a fait sortir du film. Okay. En me disant, mais là le mixage il est complètement raté quoi. Tu peux pas faire ça quoi, lancer un thème, le couper au milieu et en lancer un autre quoi. Je vois, ouais. Tu sens qu'au montage de 93, ils ont dû prendre des décisions et qu'ils ont décidé de faire passer la musique en second plan quoi. D'ailleurs, faut que j'aille voir un truc pour Alan Silvestri parce que j'ai entendu 3 notes et je pense il y avait Somewhere Over the Rainbow. Il a fait Alan Silvestri, donc c'est celui qui a fait aussi la musique de Retour vers le futur et j'ai reconnu 2-3 notes de Somewhere Over the Rainbow. Il y a un moment donné, il utilise les mêmes notes, les mêmes gammes. Je sais plus quel moment, mais je t'enverrai le truc après. Okay. Et j'ai fait ça c'est le gars qui a fait Retour vers le futur et ça ressemble et je suis content d'avoir eu raison. Bah moi j'ai cru reconnaître Somewhere Over the Rainbow arrive à un moment. Ah, faudra que je réécoute à quel moment. Un moment où justement elle commence à toucher le vaisseau extraterrestre pour la première fois. Ce serait parfaitement logique en plus. Voilà, les premières notes de Somewhere Over the Rainbow, les notes d'accord. Ok. Nice. Là, ça a vérifié, ouais. Et ce serait pas surprenant, hein, puisque clairement, Cameron, c'est un cinéma de référence où il les assume et il les revendique. Donc, ça me surprendrait pas qu'il ait clairement fait une référence à Somewhere Over the Rainbow. Ou alors, c'est peut-être juste Alan Silvestri dans son coin qui a fait, tiens, vas-y, à ce moment-là, ce serait cool. Surtout que c'est parfaitement cohérent.
dans l'histoire. C'est le moment où tu n'es plus du tout au Kansas, quoi. T'es complètement dans un autre monde. Pour ceux qui savent pas, hein, Somewhere Over the Rainbow, c'est la chanson du Magicien d'Oz. Et donc c'est quand la petite Judy Garland quitte le Kansas où tu fais un peu yesh, emportée par une tornade et se retrouve dans un monde fabuleux, le monde de Oz. Et ça parle, c'est le moment où généralement c'est souvent utilisé pour au cinéma, cette référence pour dire que t'es dans un monde complètement étrange. T'es face à une étrangeté très bizarre. Et donc, très bon remix de Cosmic Gate pour ceux qui ont la référence. Ah, vas-y, développe. Les années 1990, Cosmic Gate, la trance. Je connais pas. Vas-y. Écoutez. Okay. C'est une référence de tranceux. Voilà. Très bon clip aussi. Voilà. Pour la petite anecdote, le film a été tourné donc sous l'eau la plupart du temps. On l'a dit tout à l'heure, ça a été très physique et psychologique pour le staff, à tel point que Ed Harris n'a pas voulu faire la promo du film à cause d'une vanne de James Cameron qui trouvait que dans la scène où il sort sous l'eau sans scaphandre ni rien, où il doit rejoindre le soldat, il trouvait que quand il sortait de l'eau, il faisait pas assez le mec qui avait mal respiré, qui paniquait pour respirer. Du coup, il a caché la bonbonne d'oxygène plus loin que prévu. Chose que Ed Harris a très mal pris, quoi. Bah, je veux bien croire. Parce qu'il a paniqué pour de vrai. C'est marrant parce que tu sens que c'est un cinéma où tu pouvais ne pas t'embarrasser de certaines considérations. Et qu'avec un œil d'aujourd'hui, tu te fais c'est quand même touchy, mais c'est genre par exemple la scène du rat. Oui. Du rat où il fait tiens regarde, je vais te montrer comment ça marche, et il le fout dans la flotte. Donc pour ceux qui se rappellent, en fait t'as cette espèce de liquide que tu peux respirer, qui est un vrai liquide apparemment, qui existe pour de vrai. Voilà, donc c'est-à-dire en fait à une certaine pression, l'oxygène fonctionne pas comme il faut, donc t'es obligé de respirer un liquide. D'ailleurs il y a toute une thématique sur tu vois, il y a tout un signe symbolique sur la Renaissance, ouais. Et il fout le rat, il fait tiens prends ton rat, et il le met dans le truc pour montrer que ça marche, sauf que le rat il sait pas qu'il est tourné, qu'il est filmé, et tu vois le rat en train de paniquer comme pas permis, et t'as les autres qui font ouais t'inquiète, tu vas voir, ça va marcher. Et c'est vrai que quand tu vois ça en 2025, tu te dis ouais quand même c'est l'espèce de truc que tu remets en perspective. Pareil pour Ed Harris, sauf qu'Ed Harris tu vois qu'on a dû lui donner, il a dû faire le truc sans respirer, quoi. Et ouais, et puis avec son truc de son liquide amniotique, mais lui il était prêt. Mais c'est marrant de voir aussi ces considérations. C'est un cinéma qui s'embarrassait pas forcément de ces considérations-là. Et c'est rigolo, quoi. Enfin, c'est rigolo. C'est à remettre en perspective, quoi. C'est le liquide amniotique qui ne fonctionnait pas, pour la petite histoire. Donc le rat est vraiment mort quelques semaines après. Oh putain. Parce qu'en fait, ça abîme les poumons. Donc la scène où Ed Harris est le liquide symbiotique, il le fait en apnée. Ah putain, voilà, waouh. parce que c'est pas le vrai liquide, quoi. Mais j'ai trouvé ça très Évangélion. Je me suis dit Évangélion. Évangélion s'en est inspiré parce que c'est pareil quand ils rentrent dans les EVA, dans les robots, ils sont plongés dans un liquide symbiotique. C'est pareil aussi dans le genre des trucs des animaux qui t'arrivent, qu'à l'époque on se posait pas la question. C'est regarder l'incroyable voyage avec les deux chiens là et le chat qui traverse la pampa. Ils ont perdu 3 chats pendant le tournage. Oh putain. Et la SPA portait plainte et tout, tu te fais que c'est horrible, quoi. Enfin, quand tu revois le film et que tu te dis voilà, c'est un tournage, genre faudrait que le chien il ait du mal à nager, vas-y on le balance dans les rapides, tu fais waouh, c'est chaud. C'est chaud. C'est super chaud à voir. Du coup voilà. Après voilà, donc il y a cette patte aussi très années 80. Alors c'est marrant parce que moi les années 80 c'est la lumière bleue, beaucoup là-dedans, et Terminator. Comment il s'appelle aussi cette scène, 9 semaines et demie. Et alors aussi la sueur à grosses gouttes des années 80 là où les mecs ils sont en train de suer comme des bonhommes parce que il leur arrive plein de problèmes et tout, et ça pour moi c'est fou. Là t'es dans les années 80, quoi. C'est les gars qui perdent, genre Rambo là quand il est en train de tailler son couteau dans le 2 et t'as son corps qui est complètement huilé en sueur. Predator 2 où ils ont carrément des gros aisselles.
avec cette phrase fabuleuse où t'as un gars qui te fait moi je suis un mec des années 80, tu sais, moi je pleure, j'accepte mes émotions. C'est incroyable. Donc voilà, bah écoute, t'as quelque chose à dire en plus? Eh ben, pas spécialement. Pourquoi il est culte, ça c'est à vous de nous le dire dans les commentaires, parce que on peut faire l'impasse de ce film-là dans sa filmographie. Ouais. On peut faire l'impasse. Comment vous l'avez vécu? Par exemple, moi, c'est un film que quand j'ai vu Abyss, c'est un film que j'ai regardé parce que je me suis dit tiens, je l'ai jamais vu ce film de Cameron. Alors que pour d'autres, ça fait partie de leur bagage. Pour d'autres, ils l'ont découvert au cinéma. Mais ça m'intéresse aussi ce rapport-là des gens. Tiens, comment vous l'avez vécu ce film-là? Donc voilà. Dites-le nous dans les commentaires. Et puis bah pour le prochain épisode, hein, c'est le jour où la Terre s'arrêta. Alors la vieille version ou la version moderne avec Keanu Reeves? Non, la vieille version. Après la version moderne est plus la merde. Faut regarder la première version en français où le mec il fait je m'appelle Klaatu comme ça et c'est trop bien. Et je crois que c'est le premier film ou alors c'est le non parce que je crois que c'est la planète interdite où on entend l'espèce de machine. Ah oui, j'ai oublié le nom de cette machine. Voilà, je crois que c'est la planète interdite où on entend ça pour la première fois. Mais donc voilà, c'est jour la Terre s'arrêta. Tu vas voir, regarde-le en te disant, je pense que Abyss est potentiellement dans une structure au niveau de la question de cette entité et de sa résolution. Je pense que c'est basé sur la Terre, le jour où la Terre s'arrêta. Qu'on décortiquera dans 2 semaines. Voilà. Voilà. Et ben merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits pouces bleus et des petites étoiles là où vous nous écoutez. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. C'est quoi tes réseaux sociaux, Arcadie? Moi, c'est Instagram principalement, arcadie.picardy. Vous pouvez me trouver sur Twitter, mais vraiment, vous voulez me voir, voir ce que je fais, c'est sur Instagram. Voilà. Et moi, pareil, c'est sur TikTok et Instagram, Star Trek Historia. Ouais. Amusez-vous et à bientôt. Il fait les étoiles. Dans les étoiles, il fait des subs. J'invite nos auditeurs à aller écouter ces petits shorts TikTok. C'est super intéressant parce qu'il résume, par exemple, pour un univers comme Star Trek qui est extrêmement riche, extrêmement vaste, il résume en 10 secondes des personnages, des archétypes, très très bien avec sa manière d'expliquer qui est très synthétique. Et donc c'est vraiment chouette pour se replonger en quelques lignes dans l'univers de Star Trek. Vous invite, sans spoiler, je vous invite à aller voir son travail. Si vous êtes curieux, une fois de plus, Cyril fait tout ce qu'il faut pour l'univers de Star Trek et il le fait comme il faut. Voilà. Merci. À bientôt, Arcadie. Ciao Cyril. Bye à tout le monde.